Bonjour et bienvenue dans ce C'est notre santé, aujourd'hui consacré au cancer du cerveau. Pour témoigner de son quotidien avec ce cancer, je suis avec Olivier Godest. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je vais vous demander de commencer par nous raconter votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans ? Alors, il y a 7 ans, tout départ, j'ai ressenti des grosses fatigues, suivies de grosses migraines également, perte de concentration, d'attention, et donc du coup jusqu'au jour où est arrivée une crise d'épilepsie généralisée. Donc il s'agit d'une tumeur qui est frontale insulaire droite, située dans la zone de Broca. Donc c'est une partie qui est directement liée au langage chez l'homme. Voilà, et c'est une tumeur bénigne. Avec laquelle vous vivez donc depuis 7 ans ? Oui, tout à fait. Pardon, allez-y. Elle a été détectée par une IRM. Et comment vous avez accueilli ce diagnostic ? C'était très difficile. Donc quand on apprend la nouvelle, on perd un peu pied. Le doute s'installe, on se pose beaucoup de questions et finalement on n'a pas vraiment de réponse tout de suite, quoi. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'après l'annonce, donc je l'ai annoncé à mes proches, à mon conjoint, à mes parents et 2 amis très proches justement. Et donc je leur ai demandé de ne pas en parler au départ, de garder ça un peu pour eux parce que je souhaitais avoir déjà des réponses sur la chirurgie en elle-même avant de pouvoir en parler à tout le monde, quoi. Je voulais avoir mes propres réponses. Donc voilà. Et justement, cette chirurgie, parmi les traitements que vous avez subis, il y a cette chirurgie que vous avez fait éveiller. Oui. Comment ça s'est passé ? Alors c'est tout un processus finalement, parce que cette chirurgie éveillée, on peut très bien se rétracter à 2 heures, à 2 jours de la chirurgie. C'est un choix personnel qu'on nous propose et qui évite de passer sur une chimiothérapie dès le départ. Donc du coup, il faut être sûr déjà que le patient le veuille, et puis également être sûr que ça ne va pas endommager donc les fonctions neurologiques, comme par exemple la motricité, si elle est liée directement au sein de la tumeur. Donc ça, c'est impossible. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une chirurgie éveillée. Donc du coup, il y a tout un processus au départ. On fait un bilan fonctionnel avec la neurochirurgie, avec la neurochirurgienne, avec la psychologue, avec l'ergothérapeute et la neuropsychologue, justement. Donc du coup, tous ces exercices se font avant l'opération, afin de savoir si l'opération peut avoir lieu ou pas. Juste un petit exemple, comme ça, on fait une IRM fonctionnelle. Donc c'est assez particulier comme examen, parce qu'évidemment, on est dans une IRM pendant 1 heure, 1 heure et demie, où on procède à des petits exercices tout simples, comme une petite addition, 2 plus 2, compléter un dicton, plein de choses comme ça, repérer une image. Et donc il y a des moments où on travaille, et il y a des moments où on ne travaille pas, des temps de repos. Donc il y a la croix verte, on travaille, la croix rouge, on arrête pendant quelques secondes. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais ouvert la bouche. Donc tout s'est fait dans la tête, et donc eux, ils arrivent à voir un peu comment les fonctions cognitives du cerveau, comment ça réagit. Donc à partir de ce moment-là, si tout est OK, on peut procéder à la chirurgie éveillée. Donc après, au niveau de la chirurgie, c'est un peu particulier parce que quand on s'oreille, on a la boîte crânienne qui est ouverte, on ne s'en rend pas compte. Et donc du coup, alors ce qui va se passer, c'est qu'avant la chirurgie, j'ai travaillé avec une orthophoniste sur 2 exercices qui s'appelaient Ceci est. Donc ce sont des petites images qu'elle fait défiler, et à chaque fois qu'on travaille sur le Ceci est, on doit dire par exemple ceci est une voiture, ceci est un car, ceci est une chèvre, et également sur un exercice de mobilité, de motricité avec le bras où on doit tendre le bras, serrer le poing, ramener, voilà. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand l'orthophoniste me présente toutes ces feuilles, je dois donc donner le nom sur le ceci est. Ça permet aux neurochirurgiens, finalement, on dit de cartographier le cerveau. Donc à partir du moment où tout se passe bien, je ne vais pas dire qu'il pose des épingles, mais il cartographie un peu le cerveau pour savoir qu'est-ce qu'il doit retirer exactement comme tumeur, comme morceau de tumeur. Et donc, si par exemple, à un moment, je commence à bafouiller un tout petit peu, au lieu de dire « ceci est une chèvre », je dis « ceci est une F », par exemple. Donc, il sait qu'il a été trop loin. Et ça va lui permettre de ne pas endommager le cerveau, qui pourrait donc toucher les parties cognitives, le langage, la vision, les choses comme ça, la motricité. Donc, voilà. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que finalement, au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien de temps a duré l'opération, 8, 9 heures, voire peut-être un peu plus, j'ai fait une crise d'épilepsie sur la table. Donc, ce qui fait qu'ils ont été obligés d'arrêter un peu prématurément l'opération. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore un reste de tumeur dans le cerveau. Donc, ça, c'était pour l'opération. Et après l'opération, pour terminer, il y a tout ce qui est post-opératoire. On finit en rééducation fonctionnelle, où justement, on va refaire exactement les mêmes exercices que ce que l'on avait fait au départ. Donc, à nouveau, la neuropsychologue, l'ergothérapeute, des choses comme ça. Et juste pour l'ergothérapeute, par exemple, vous voyez, c'est juste mettre un petit triangle dans une boîte où il y a un triangle, un peu comme les enfants. Voilà, c'est juste pour voir si au niveau des fonctions du cerveau, tout est dans l'ordre, tout se passe bien et si tout est OK, quoi. Et vous avez des souvenirs de cette chirurgie ? Ah oui, tout à fait, ouais. Vous vous souvenez de tout ? Ouais, du moment où on est venu me chercher dans la chambre, et surtout ce moment où on se réveille sur la table, on a la tête sur le côté,
Et ben voilà. Et là, on se réveille et puis on est conscient que on peut plus faire marche arrière parce que voilà, tout est prêt. Et puis on a l'image surtout de ce crâne qui est ouvert. C'est bête, pardon, mais voilà. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un peu plus de l'impact que ce cancer a eu dans votre vie. Vous étiez professeur en tapisserie décorative, tapisserie d'ameublement, autant pour moi. Comment ça s'est passé professionnellement ? Alors professionnellement, j'ai été mis en invalidité assez rapidement, donc je ne peux plus exercer mon métier aujourd'hui, dû à l'opération du coup, parce que ça fatigue beaucoup. Et suite à l'opération, j'ai contracté justement une épilepsie sur la table d'opération, que je vous disais. Donc ça me fatigue beaucoup par rapport au traitement. Donc du coup, je ne peux plus assurer de cours, je ne peux plus assurer mon métier. Alors ce qui est un tout petit peu dommage, parce que finalement, ce qui m'a permis de tenir pendant toute cette épreuve, c'était le fait de vouloir absolument reprendre mon travail. Ça a été un but, un cap. Et lorsque j'ai appris mon inaptitude, finalement, pour mon métier, il a fallu que je trouve d'autres choses à m'accrocher, d'autres raisons de continuer. Et vous en avez trouvé ? Oui, j'en ai trouvé. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là, justement, c'est d'en parler. Voilà. Alors ça, c'est pour le côté professionnel. En termes financiers, comment ça s'est passé ? Alors en termes financiers, du coup, la donne, elle n'est plus forcément la même quand on est en invalidité. On perd beaucoup de choses et voilà, c'est mon conjoint, à vrai dire, qui prend beaucoup de choses à sa charge, comme les loisirs, les voyages, même parfois l'alimentaire. Donc voilà, et voilà, c'est totalement différent. Et vous aviez peut-être des assurances ? Oui, tout à fait. Alors justement, au niveau des assurances, lorsque j'ai contracté mon prêt immobilier, il y a des clauses justement d'assurance qui prennent en compte les prêts immobiliers à leur charge pour éviter d'avoir cela à payer pour les patients. Donc ce qui tombait très bien, puisqu'avec la mise en invalidité, j'avais également moins de ressources. Donc tout tombait très bien. Et là où c'est important justement à signaler, c'est que finalement très rapidement après la maladie, moi, ça a été tout de suite après la chimiothérapie, j'ai été contacté par un médecin mandaté par l'assurance. Et c'est un peu obscur au niveau de leur calcul, finalement, parce qu'il faut avoir plus de 66% de taux d'invalidité pour qu'ils continuent à prendre en charge le prêt bancaire. Et donc, la première fois, c'était le cas. Mais très rapidement, au bout d'à peine un an, j'étais à nouveau contacté par un médecin mandaté par l'assurance. Et là, je suis tombé à 64%, sans savoir pourquoi. Et donc, c'est assez compliqué, Et puis, finalement, quand on en parle aux médecins de santé, par exemple le neurologue, on va dire, cette consolidation de la santé, de son état de santé, elle est un peu difficile parce que moi, on m'a posé la question « Avez-vous toujours une tumeur au cerveau ?» Donc la question est oui. Êtes-vous toujours épileptique ? La question est oui. Et êtes-vous pharmacorésistant aux médicaments antiépileptiques ? La question est oui. Donc dans ces cas-là, je ne peux pas avoir une santé consolidée, si vous voulez. Donc, alors, ce qui reste comme solution après, parce que je comprends en plus que les professeurs, les médecins, ils ne veulent pas forcément non plus s'engager dans des choses plus administratives, parce qu'ils ne sont pas là pour ça non plus. Donc, ce qui reste à faire, finalement, et c'est ce que j'ai fait, c'est une action judiciaire contre l'assurance. C'est parce que j'ai envie aussi de montrer un peu que c'est possible. Alors après, peut-être qu'on n'en viendra pas à bout. Voilà, parce que ça fait déjà 3 ans que ça dure, ça coûte de l'argent également, mais cela dit, j'aimerais aussi être un peu un exemple, parce que toutes les pathologies ne sont pas les mêmes. En ce qui me concerne, comme c'est un oligodendrogliome, de bas grade, il est toujours là. Donc, ce qui fait que je ne suis pas sorti d'affaire, Et le problème est que ma situation médicale n'est pas consolidée. Et du coup, vous ne pouvez plus. Vous êtes en train d'essayer de trouver une manière de pouvoir continuer financièrement. C'est ça, tout à fait. Voilà. Alors, à côté de ça, vous nous avez parlé de votre conjoint. Oui. Comment ça se passe en termes de couple ? Alors au départ, moi, quand je suis tombé malade, j'avais beaucoup de questions à poser, mais je n'avais pas de réponse. Donc c'est à lui que j'ai posé les questions, comme si lui, tout à coup, il avait la science infuse de la neurologie. Et puis alors que je pense que finalement, au bout du compte, c'est peut-être lui qui avait autant besoin d'avoir la même chose que moi, mais autant besoin que moi d'avoir des réponses à des questions qu'il se posait. Donc, il ne l'a pas fait. Je pense qu'il a tout gardé pour lui. Et puis ensuite, je pense qu'à un moment donné, dans une maladie, quand la maladie arrive, peut-être que certains couples se déchirent un peu, ont du mal à trouver un peu leurs repères. Et puis finalement, au bout du compte, nous, c'est exactement l'inverse. Ça nous a rapprochés. Et puis, on s'est sentis plus soudés un peu. Et je crois qu'il a été hyper fort et courageux pendant ce moment-là, Et puis, pour finir, juste le mois de mon opération, c'est le mois où il a racheté sa société. Donc, je pense que physiquement et moralement, ça a dû être très compliqué pour lui. Mais voilà, donc, ça se passe plutôt bien, Et j'ai l'impression que la maladie nous a plus soudés et rapprochés, Donc, c'est plutôt positif. Non, c'est pas positif d'être malade, mais voilà, c'est pas mal,
À côté de ça, vous faites partie d'une association, l'association Oligocytes. Qu'est-ce que c'est et pourquoi vous l'avez rejoint? Alors, c'est tout bête finalement, c'est vraiment un concours de circonstances. J'ai eu une conversation téléphonique pour des raisons administratives lors de ma mise en invalidité et j'ai eu une conversation téléphonique avec le président de cette association, c'était le pur hasard, qui s'appelle Monsieur Léon. Et donc on a discuté un tout petit peu, je lui ai parlé de ma pathologie, il m'a expliqué que lui aussi il avait été touché de très près en tant qu'aidant. Donc il connaissait très bien la situation et donc il s'avère que c'est une association qui est extrêmement dynamique, qui fait beaucoup d'actions finalement pour venir en aide aux aidants, aux patients, aux proches. Moi j'y ai trouvé sincèrement une écoute, une liberté de parole et puis surtout aussi quelque chose qui est très important et enrichissant, c'est de rencontrer d'autres patients. Voilà. Et puis également, du coup, on travaille beaucoup également pour l'information à ce type de pathologie concernant toutes les tumeurs cérébrales. Donc on le fait dans des classes, par exemple de DTS, qui sont en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, par voie de presse écrite, aujourd'hui également, vous voyez. Et puis on l'a fait également lors de la première journée nationale contre les tumeurs cérébrales, où il y avait 5 associations françaises de représentées. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Pardon. Vous nous disiez que vous avez été content de trouver des témoignages d'autres patients. Est-ce que de manière générale, il y a des choses que vous pensez pouvoir être améliorées en France pour l'accompagnement des patients et peut-être des aidants aussi? Alors du coup, déjà créer peut-être des ateliers avec des groupes de parole, des activités, voire sport adapté y compris, qui permettraient aux patients atteints de tumeurs cérébrales de se retrouver plus entre eux et de trouver d'être plus coordonnés les uns avec les autres, si vous voulez, par rapport au fait s'ils étaient mélangés avec des patients atteints d'autres cancers. Voilà, comme c'est une maladie un peu particulière, donc du coup, après, les choses ne sont pas forcément les mêmes. Après, lorsqu'un patient, par exemple, est à la maison, ça peut être extrêmement difficile, par exemple, pour lui ou les aidants, étant donné les troubles cognitifs et de motricité également, sans compter les sautes d'humeur, les changements de comportement, cela peut être très difficile pour le ou les aidants. Donc voilà, donc il faudrait essayer de trouver une structure où chacune des deux parties puisse trouver un peu de répit à certains moments et se reposer. Voilà, et puis également peut-être une meilleure coordination entre la ville et l'hôpital, et coordination également entre tous les professionnels de santé, afin d'avancer plus rapidement et plus en faveur du patient. Voilà. Très bien. Comme vous l'avez dit, l'intégralité de votre tumeur n'a pas pu être retirée. Non. Aujourd'hui, vous vivez toujours avec cette tumeur. Quelle relation vous entretenez avec elle? Alors déjà, c'est une tumeur, elle est anaplasique. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'infiltre dans le cerveau. Alors, je prends souvent l'exemple de l'arbre, du chêne, par exemple. Si sur ma pelouse, j'ai un chêne et je ne veux plus le voir, je le fais tronçonner au ras de la terre. Donc voilà, c'est un peu comme l'exérèse de la tumeur, finalement. Il ne reste plus qu'une partie. Et par contre, le problème, c'est que comme il a des racines, ce chêne, souvent, les bourgeons reviennent et il peut repartir. Donc, ce qu'on fait, on prend une raboteuse, c'est un gros engin, et on creuse dans la terre sur 30-40 cm. Les racines meurent, on remet de la terre, de la pelouse, on n'y voit plus rien. Parce que moi, ma tumeur, elle est anaplasique, donc, et on n'a pas pu la couper. On l'a coupée à ras comme le chêne. Il y a les racines qui s'infiltrent dans le cerveau. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette raboteuse pour cacher cette tumeur. Ça endommagerait trop le cerveau. Tout ce qui est cognitif, enfin bref. La motricité, la vision, voilà. Et moi, par contre, c'est l'épilepsie. Bon, ça, par contre, je ne pourrais pas m'en séparer. Et donc, du coup, par contre, là, les racines sont toujours là. Donc, elles risquent d'évoluer peut-être, même si c'est une évolution très très lente au niveau de la maladie. Vous voyez, par exemple, pour moi, on n'est pas certain. On m'a dit qu'elle était peut-être là déjà lorsque je suis né. Ah oui. Oui, la tumeur a tellement une évolution lente qu'on ne sait pas. Peut-être depuis 2, 3 ans, 5 ans, et même peut-être depuis ma naissance. Je suis peut-être né avec ma tumeur. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Pourquoi Docteur ?